Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'affaires Warren, mais on va le faire d'une manière assez particulière. Il n'y a pas longtemps je me suis remis à me refaire un peu les films Conjuring et je me suis dit que ça pourrait être cool de faire une vidéo où vous aurez toutes les affaires qui sont traitées dans les films Conjuring, mais d'un coup. Vous aurez les affaires qui sont mentionnées, les affaires qui constituent le scénario principal des films, et aussi, alors c'est pas une affaire, mais une histoire qui concerne le spin-off, le film La Malédiction de la Dame Blanche, où les Warren n'apparaissent pas, mais qui est dans l'univers de tous les films Conjuring, Annabelle, etc. J'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, je vous laisse mettre un j'aime et vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram AkenTV qui s'affiche juste ici. Très prochainement, et normalement au moment où je vous parle, il y a un nouveau format de vidéo court que je compte sortir régulièrement, mais pour ça j'ai besoin de vous parce que je raconterai dans ces formats là des histoires d'horreur qui se passent proche de chez vous. Ça peut être dans votre ville ou dans votre région, et à chaque fois le choix de la vidéo qui suit, eh bien c'est vous qui me le donnez dans les commentaires en me suggérant votre ville directement ou votre région. Maintenant que pour l'introduction tout est dit, j'espère que vous êtes bien installés et on est parti pour se plonger dans les histoires vraies derrière les films Conjuring. Dans les années 1970, en Angleterre, une mère entra dans une petite boutique d'antiquités. Parmi les objets poussiéreux, son regard se posa sur une vieille poupée de chiffon avec ses grands yeux vides et son sourire figé. Elle pensa aussitôt à sa fille Donna, une étudiante infirmière de 24 ans, et décida de la lui offrir pour son anniversaire. Donna, touchée par ce cadeau, posa la poupée sur son lit, dans le petit appartement qu'elle partageait avec son amie Angie. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle venait d'introduire dans sa vie. Au début, ce n'était qu'un détail, un bras déplacé, une jambe orientée autrement. Donna pensa qu'elle avait bougé la poupée sans s'en rendre compte. Mais les jours passaient et les changements devenaient trop précis pour être dus au hasard. Chaque matin, elle laissait la poupée immobile sur le lit, et chaque soir, elle la retrouvait dans une autre position. Parfois les jambes croisées, parfois les bras levés, comme si elle s'était installée confortablement. Très vite, les déplacements s'intensifièrent. Donna et Angie la retrouvaient assise sur le canapé, posée sur une chaise, parfois même agenouillée dans une posture qui leur était impossible de reproduire sans qu'elle s'écroule. Et plus troublant encore, à plusieurs reprises, la poupée, laissée dans le salon, réapparaissait dans la chambre de Donna, alors même que la porte avait été soigneusement fermée. Une nuit, elles découvrirent Annabelle agenouillée sur une chaise tournée vers la porte d'entrée, comme si elle les attendait. Ce n'était plus un hasard, c'était une mise en scène. Lou, le petit ami d'Angie, fut immédiatement mal à l'aise en voyant la poupée. Derrière son apparence inoffensive, il jura percevoir quelque chose de mauvais. Mais Donna et Angie rirent de ses inquiétudes. Elles préféraient croire à une farce ou à une coïncidence. Pourtant, l'étrangeté prit bientôt une tournure plus sinistre. Des petits morceaux de papier commencèrent à apparaître dans l'appartement. Dessus, des mots griffonnés maladroitement comme tracés par une main d'enfant. « Aidez-nous, aidez-Lou ». Or, ni Donna ni Angie n'avait jamais possédé ce type de papier. Convaincue, Lou affirma que la poupée essayait de communiquer. Les deux jeunes femmes, elles, restaient incrédules. Elles allèrent jusqu'à piéger l'appartement. Farine devant les portes, talc répandu sur le sol, fil tendu au poignet, mais rien ne bougea. Personne n'était entré. Pourtant, la poupée continuait de se déplacer. À Noël, elles crurent presque qu'Annabelle était bienveillante. Une petite boîte de chocolat était apparue dans le salon, comme un cadeau. Mais cette illusion vola en éclats quelques jours plus tard, quand une statuette s'éleva dans les airs sous leurs yeux et fut projetée violemment à travers la pièce. Puis survint l'événement le plus glaçant. Donna retrouva la poupée sur son lit. Cette fois, une tache sombre marquait le tissu de sa poitrine. En s'approchant, elle distingua des gouttes rouges semblables à du sang, suintant du chiffon lui-même. C'était devenu organique. La peur prit définitivement le dessus. Acculée, Donna et Angie firent appel à une médium. Lors d'une séance, cette dernière déclara qu'un esprit de petite fille se cachait dans la poupée. Elle se présenta sous le nom d'Annabelle Higgins, racontant qu'elle était morte jeune dans le quartier et qu'elle cherchait de l'affection. Attendries, les deux jeunes femmes acceptèrent sa présence et donnèrent à la poupée un nom, le nom de la petite fille, Annabelle. Ce fut leur plus grave erreur, car bientôt, Lou fit face à l'horreur. Une nuit, paralysé dans son sommeil, il sentit une force glaciale sur lui. Quand il baissa les yeux, la poupée se tenait à ses pieds. Son sourire de chiffon paraissait plus cruel. Puis, une poigne invisible serra sa gorge. Lou suffoqua, convaincu qu'il allait mourir. Puis tout s'arrêta. Mais les marques restèrent, brûlantes sur son corps. Quelques jours plus tard,
En entrant dans la chambre, il fut saisi d'une douleur fulgurante à la poitrine. 3 longues griffures sanglantes apparurent sur sa peau, avant de disparaître mystérieusement 2 jours plus tard. Terrifiés, Donna et Angie appelèrent un prêtre, le père Egan, qui contacta à son tour Ed et Lorraine Warren. Dès leur arrivée, les Warren ressentirent une lourdeur écrasante dans l'appartement. Les récits des jeunes femmes et les blessures de Lou confirmèrent leurs soupçons. Il ne s'agissait pas d'un esprit d'enfant, mais d'une entité démoniaque. Ed expliqua que la poupée n'était pas possédée, qu'elle n'était qu'un objet. Par contre, le démon s'en servait comme d'un instrument, une façade pour s'introduire dans leur vie. Le soi-disant esprit d'enfant n'était qu'un stratagème. Et le plus grave, selon Lorraine, c'est que Donna et Angie avaient commis l'erreur de lui donner la permission de rester, car aucun démon ne peut entrer sans invitation. En acceptant Annabelle, elles avaient ouvert grand la porte. Un exorcisme fut pratiqué, puis, à la demande des 2 jeunes femmes, les Warren emportèrent la poupée avec eux. Mais le trajet fut un cauchemar. À plusieurs reprises, la voiture menaça de s'écraser. Les freins se bloquaient seuls, le moteur grondait de manière incontrôlable. Ed dut asperger la poupée d'eau bénite pour que le calme revienne. Une fois chez eux, Annabelle continua de se manifester. Elle disparaissait, réapparaissait, se soulevait du sol. Sa haine semblait se concentrer sur les prêtres. Un jour, le père Jason, venu rendre visite aux Warren, osa défier la poupée. Il la secoua en affirmant qu'elle n'était qu'un chiffon inoffensif. Sur le chemin du retour, il faillit mourir dans un accident. Ses freins avaient lâché. Finalement, Ed et Lorraine décidèrent d'enfermer Annabelle pour de bon. Ils la placèrent dans une vitrine scellée et bénie au sein de leur musée de l'occulte avec une pancarte claire. Attention, ne pas ouvrir. Mais même là, la poupée continua d'inspirer la peur. Un jour, un jeune visiteur la provoqua, riant de son prétendu pouvoir. Quelques heures plus tard, il perdit la vie dans un accident de moto. Sa compagne survécut, lui, non. Annabelle est toujours là, immobile derrière le verre, son sourire cousu, fixé sur ceux qui osent la regarder trop longtemps. Certains visiteurs affirment que, parfois, elle bouge imperceptiblement ou alors qu'un grondement sourd se fait entendre dans la pièce. Pour Ed et Lorraine Warren, une certitude demeure. Annabelle est l'objet le plus dangereux qu'ils aient jamais possédé. Maurice Thériault naquit dans une famille de fermiers francophones du Maine. Son enfance fut un enfer. Un père brutal, autoritaire qui ne lui offrait qu'humiliation et coups. Sous le poids de cette tyrannie, Maurice grandit dans la peur et la douleur. Quand il n'en pouvait plus, il se réfugiait dans la prière. Mais au lieu de trouver la paix, il sentit parfois une présence répondre à ses appels. Une ombre qui sembla s'attacher à lui dès l'enfance. Un jour, dans la grange, son père le força à commettre un acte si sombre que l'enfant en sortit marqué à jamais. Il le força à avoir une relation intime avec un animal. C'est ce jour-là, dit-on, qu'une force invisible prit racine en lui, prête à l'accompagner toute sa vie. Les années passèrent, Maurice, devenu adulte, quitta la ferme et erra de village en village, multipliant les petits boulots. Mais les fantômes de son passé restaient tapis dans l'ombre. Son père finit par tuer sa mère avant de se donner la mort. Maurice avait 5 ans à peine. Une cicatrice indélébile venait d'être creusée dans son âme. En 1985, Maurice avait 51 ans. Installé dans le Massachusetts avec sa seconde épouse, Nancy, il semblait mener une vie de fermier ordinaire. Mais derrière cette façade tranquille, son esprit vacillait. Il alternait entre douceur et accès de rage incontrôlés. Il battait parfois ses animaux, menaçait de mettre fin à ses jours, se blessait lui-même. Sa femme le voyait sombrer et craignait chaque jour davantage l'homme qu'il devenait. Le 24 février, tout bascula. Nancy appela la police, paniquée. Maurice n'était plus lui-même. Il hurlait des blasphèmes d'une voix qui n'était pas la sienne. Les villageois, eux, racontaient l'avoir vu traverser un restaurant comme un spectre, les yeux brillants d'une lueur inhumaine. À la ferme, les disputes dégénéraient en scènes cauchemardesques. Nancy observait son mari errer la nuit, marmonner seul dans l'obscurité ou se figer brusquement comme s'il était possédé par un autre. Leur fille affirma même l'avoir surpris en train de s'habiller à l'envers, murmurant des paroles gutturales incompréhensibles, les yeux vides. La peur devint insoutenable. Un jour, 2 policiers entrèrent dans la maison. Ils trouvèrent Maurice debout devant un miroir, le regard absent, les mains couvertes d'un liquide sombre. Un filet noir s'échappait de sa bouche. Sur sa poitrine et dans son dos, des entailles apparurent soudainement, en relief, comme si elles étaient gravées de l'intérieur. Les agents, bouleversés, ne savaient plus s'ils faisaient face à un malade ou à quelque chose de beaucoup plus sombre. Nancy raconta alors les bruits nocturnes, les coups dans les murs, les râles inhumains, les changements de visage de son mari. Elle tremblait en disant qu'elle vivait avec un étranger, que Maurice n'était plus qu'un réceptacle.
Les témoignages se multipliaient. Des voisins affirmaient avoir vu son visage se déformer, comme si une autre entité se glissait sous sa peau. Certains entendaient sa voix se transformer en langues anciennes et tous parlaient d'un homme possédé. Alertés, Ed et Lorraine Warren se rendirent à la ferme. Dès leur arrivée, Lorraine sentit une présence écrasante. Maurice portait sur son corps des stigmates qui apparaissaient et disparaissaient sans explication. Son regard semblait habité par une noirceur insondable. Pour l'église, il fallait des preuves. Après des semaines de doute, l'évêque Robert McKenna, exorciste dominicain, accepta d'intervenir. En présence des Warren et d'une douzaine de témoins, il entama un rituel d'exorcisme dans la salle à manger de la ferme. À mesure que les prières s'élevaient, l'air devint lourd, suffocant. Maurice convulsa. Sa voix gutturale emplit la pièce. Des cris bestiaux qui n'avaient rien d'humain. Des symboles apparurent sur sa peau, dessinés en relief comme brûlés de l'intérieur. Ses yeux s'emplirent d'une teinte rougeâtre et un liquide sombre s'écoula de son front. Soudain, il se leva avec une force surhumaine, projetant plusieurs hommes au sol. Des objets volèrent à travers la pièce, une lampe, des chaises, comme arrachées par une main invisible. Face à lui, le père McKenna brandit son crucifix. Chaque prière en latin semblait heurter l'entité qui s'exprimait à travers Maurice, et à chaque injonction, un sourire inhumain déformait le visage de l'homme, comme si une multitude de voix se riait de l'assemblée. Puis, brusquement, tout s'effondra. Maurice s'écroula, vidé, haletant, et l'air s'allégea. On aurait pu croire le combat terminé, mais les ténèbres ne l'avaient pas complètement quitté. Après cet exorcisme, Maurice retrouva une paix fragile, mais quelques années plus tard, la noirceur ressurgit. Nancy appela Ed Warren en larmes. Son mari saignait des yeux, disait-elle. Elle n'avait plus devant elle qu'une coquille vide, habitée par une force étrangère. En 1991, le drame final survint. Pris d'une crise de rage, Maurice saisit son fusil et le pointa sur Nancy. Dans un geste désespéré, il tira, la blessant au bras. Puis, dans un silence glacé, il retourna l'arme contre lui et appuya sur la détente. Nancy, sous le choc, ne se souvint que de sa propre prière murmurée dans le tumulte, un « Amen » prononcé comme une délivrance. L'histoire de Maurice Thériault reste, encore aujourd'hui, l'un des cas de possession les plus sombres documentés par Ed et Lorraine Warren, un homme brisé dès l'enfance qui passa toute sa vie sous l'ombre d'une entité qu'il n'avait pas lui-même appelée, mais qui, une fois entré, ne l'a jamais quitté. En 1970, Roger et Caroline Perron vivaient avec leurs 5 filles dans une petite maison du Rhode Island. Comme beaucoup de familles, ils rêvaient d'un lieu où grandir, un foyer chaleureux, loin du tumulte. Cet été-là, ils crurent avoir trouvé leur paradis, une vieille ferme de Harrisville appelée Old Arnold Estate. Le prix était bas, les champs immenses, la maison spacieuse, tout semblait parfait. Mais derrière ces murs se cachait une histoire sombre, vieille de plusieurs siècles. La bâtisse avait été érigée en 1680 sur une ancienne plantation. Des générations y avaient vécu et y étaient mortes. Des personnes qui se sont eux-mêmes donné la mort, des drames, des accidents mystérieux, la terre elle-même semblait imprégnée de malédictions. Le jour du déménagement, un vieil homme apparut devant la maison. Droite silhouette, regard fixe, il lança au perron une mise en garde glaçante. Laissez les lumières allumer la nuit. Puis, il disparut. Roger et Caroline, trop excités, ignorèrent l'avertissement. Dès la première nuit, Andrea, l'aînée, aperçut un homme dans l'ombre de sa chambre. Il la fixait, puis s'évapora. Ce fut la première manifestation et le début de leur cauchemar. Au départ, les esprits semblaient presque inoffensifs. Une odeur de fleurs flottait dans les couloirs, un baiser invisible se posait sur le front des filles au moment du coucher. Cindy et April disaient jouer avec un fantôme qu'elles appelaient Manny, un homme souriant qui apparaissait quelques instants avant de disparaître. Christine, elle, voyait des ombres assises au pied de son lit. Andrea entendait des chuchotements. Mais les signes devinrent rapidement plus sombres. Le chien de la famille grognait contre un ennemi invisible. Des coups sourds résonnaient dans les murs, des chaises raclaient le sol sans qu'on les touche, des balais glissaient seuls d'un bout à l'autre de la pièce. Un soir, une tache rougeâtre, semblable à du sang, se forma sur le sol avant de disparaître. Peu à peu, la maison révéla son vrai visage. L'Old Arnold Estate n'était pas seulement hantée, elle était le terrain d'une entité malveillante. Et parmi toutes les apparitions, une seule se distingua par sa cruauté, Bathsheba Sherman. Les légendes locales racontaient qu'au XIXe siècle, Bathsheba, accusée de sorcellerie, aurait offert un nourrisson en sacrifice au diable en lui plantant une aiguille dans le crâne. Faute de preuves, elle échappa à la justice, mais les habitants étaient convaincus qu'elle avait voué son âme à Lucifer. On disait qu'elle s'était ôté la vie par pendaison dans le grenier, condamnant quiconque oserait habiter la ferme à subir sa malédiction. Et si l'histoire restait floue,
Les Perron savaient, eux, que Bathsheba était bien réelle. C'est Caroline, la mère, qu'elle choisit comme cible. La nuit, Caroline se réveillait incapable de respirer, sentant des mains invisibles lui enserrer la gorge. Un matin, elle découvrit une plaie à la jambe, comme une piqûre profonde, semblable à une aiguille empoisonnée. Une autre fois, une force invisible la projeta brutalement à travers la chambre. Son visage apparaissait parfois couvert de vermine, ses chairs rongées, ses yeux vides. Bathsheba rampait, hors des murs, sa peau ridée et cireuse, pour se pencher au-dessus de Caroline et murmurer un ordre terrifiant. Pars. L'atmosphère devint si lourde que la cave, sombre et humide, fut bientôt évitée par tous. Caroline refusait d'y descendre seule, affirmant que quelque chose l'attendait dans l'obscurité. En 1974, acculés, les Perron firent appel à Ed et Lorraine Warren. Dès leur arrivée, Lorraine sentit une force écrasante. Son verdict fut sans appel, son nom est Bathsheba. Un rituel fut tenté. Caroline, placée au centre du cercle, hurla d'une voix gutturale. Sa chaise se souleva, traversa la pièce, projetée comme par une main invisible. Quand elle retomba, ses traits n'étaient plus les siens. Andrea, terrifié, dira plus tard « Ce n'était plus ma mère ». L'expérience tourna au désastre. Loin d'affaiblir Bathsheba, la séance sembla la renforcer. Dès lors, la famille vivait dans un enfer quotidien. Roger et Caroline découvrirent que d'autres avant eux avaient fui. L'histoire de la maison n'était qu'une succession de tragédies et de morts mystérieuses. Finalement, en 1980, épuisés, les Perron abandonnèrent Harrisville. Mais le traumatisme, lui, ne s'éteignit jamais. Andrea écrira plus tard 3 volumes, House of Darkness, House of Light, retraçant chacun détail de ce calvaire. Des années plus tard, après la sortie du film Conjuring, Andrea Perron résuma simplement ce qu'ils avaient vécu. Les gens peuvent croire ce qu'ils veulent, mais je sais ce que nous avons enduré. Et encore aujourd'hui, ceux qui approchent trop près de l'Old Arnold Estate affirment que la maison n'a jamais cessé de respirer. En 1965, Ronald et Louise DeFeo achetèrent une vaste maison coloniale à Amityville, dans l'État de New York. Imposante, 2 étages, façade blanche et volets sombres, on l'a surnommée High Hopes, Haut Espoir. Mais derrière cette promesse, la demeure allait bientôt devenir un mausolée. Le couple s'y installa avec ses 5 enfants, Ronald Jr., dit Butch, Dawn, Allison, Mark et John. Ronald Sr., autoritaire et violent, régnait d'une main de fer sur son foyer. Butch, l'aîné, subissait sa colère plus que les autres. Mauvais élève, bagarreur, il quitta l'école à 16 ans et sombra dans la drogue, les vols, parfois même contre sa propre famille. La maison, censée incarner un nouveau départ, devint le théâtre d'un massacre. Dans la nuit du 13 novembre 1974, vers 3 h du matin, Butch prit une carabine. Pièce après pièce, il abattit son père, sa mère, puis ses frères et sœurs, tous endormis. Les 6 corps furent retrouvés dans leur lit, alignés comme dans une macabre mise en scène. Au matin, Butch courut au bar voisin en criant que ses parents avaient été tués. Mais très vite, les enquêteurs découvrirent ces contradictions. Pas d'effraction, pas de désordre, tout indiquait un tueur de l'intérieur. Pressé, Butch avoua. Il dit avoir entendu des voix, une force qui lui aurait ordonné d'agir. En réalité, pour les psychiatres, il n'était pas possédé. Il était juste un homme violent, sous l'emprise de la drogue. Le 21 novembre 1975, il fut condamné à 6 peines consécutives de 25 ans à perpétuité. La maison resta vide jusqu'au jour où George et Kathleen Lutz, fraîchement mariés, décidèrent de l'acheter. 3 enfants, un prix dérisoire, un rêve de foyer parfait. Ils savaient ce qui s'était passé ici, mais refusèrent d'y croire. Le 18 décembre 1975, ils s'installèrent au 112 Ocean Avenue. Dès leur arrivée, George fit appel au père Ralph Pecoraro pour bénir la maison. Le prêtre monta à l'étage, bénit chaque pièce, jusqu'à la chambre où les fils DeFeo avaient été assassinés. Là, une atmosphère glaciale l'écrasa, et soudain, une voix gutturale, inhumaine, résonna dans la pièce vide. « Sors d'ici !» Terrifié, Pecoraro s'enfuit. Peu après, il fut pris de fièvre et ses mains se couvrirent d'ampoules. Toute tentative de joindre les Lutz fut brouillée par des interférences. Pour George et Cathy, le cauchemar commença. Odeur pestilentielle, coups dans les murs, nuées de mouches en plein hiver, les croix se retournaient, les serrures se verrouillaient seules. Les nuits, la maison vibrait, comme si elle respirait. À 3 h 15, toujours à la même heure que les meurtres DeFeo, George se réveillait. Attiré vers la cave ou le hangar à bateau, il errait dans la maison glacée. Sa personnalité changea. Colérique, irritable, comme si quelque chose dévorait son esprit. Les enfants aussi furent visés. Missy, la plus jeune, se mit à parler à un ami imaginaire qu'elle appelait Jody, une créature à l'apparence porcine, aux yeux rougeoyants.
George et Cathy jurèrent avoir vu ses 2 yeux brûler dans la nuit derrière la fenêtre de sa chambre. Un jour, George découvrit une pièce cachée dans la cave, peinte entièrement en rouge. L'air y était suffocant. Son chien, d'ordinaire fidèle, refusa d'y entrer, tremblant de terreur. La maison semblait se nourrir de la peur des Lutz. Cathy se réveillait, marquée de brûlures, griffée par des mains invisibles. Une nuit, son corps fut soulevé du lit et projeté en l'air. Pire encore, son visage se transforma sous les yeux de George, prenant l'apparence d'une vieille femme hideuse avant de redevenir le sien. En décembre, les phénomènes s'intensifièrent. Bruit de pas, chuchotements qui appelaient George par son prénom, meubles déplacés, substances gluantes suintant des murs. Les enfants hurlaient la nuit, jurant voir des silhouettes noires tourner autour de leur lit. Le 14 janvier 1976, épuisés et terrorisés, George et Cathy fuirent avec leurs enfants, abandonnant tous leurs biens derrière eux. Ils jurèrent de ne jamais revenir. L'affaire fit grand bruit. Les Lutz racontèrent leur histoire à la presse, puis aux Warren. Quand Ed et Lorraine pénétrèrent à leur tour dans la maison, ils ressentirent immédiatement une oppression démoniaque. Lorraine affirma que les lieux n'étaient pas simplement hantés, ils étaient possédés. Autour d'eux, chercheurs et journalistes furent témoins de phénomènes glaçants. Odeur de soufre, bruit de coups, silhouettes fugaces. Une psychologue s'effondra, prise de nausée, jurant ne jamais revenir. Ed et Lorraine quittèrent la maison brisée. Selon eux, Amityville portait la marque du diable. L'histoire divisa, fraude médiatique ou véritable cas de possession. Les sceptiques parlaient d'invention, mais les Warren, eux, restèrent convaincus. En 1977, le livre The Amityville Horror fit de l'affaire une légende. 2 ans plus tard, le film Amityville, la maison du diable marqua durablement l'imaginaire collectif. Des décennies plus tard, Danny Lutz, l'un des enfants, brisa le silence. Dans le documentaire My Amityville Horror, il déclara « Je ne peux pas vous dire ce que vous devez croire, mais je sais ce que j'ai vécu. L'odeur, les voix, les regards dans la nuit, c'était réel. J'ai vu des choses que personne ne devrait voir. » En 1978, Ed et Lorraine Warren revenaient d'Angleterre après une série d'entretiens sur Amityville. Ils ignoraient encore qu'ils allaient se retrouver plongés dans l'un des cas les plus terrifiants de leur carrière, l'affaire d'Enfield. Dans une modeste maison du 284 Green Street, une famille ordinaire vivait l'enfer depuis déjà 2 ans. Peggy Oxon, mère célibataire, tentait tant bien que mal d'élever seule ses 4 enfants, Margaret, Janet, Johnny et Billy. Mais leur foyer était devenu une prison, assiégée par des forces invisibles. Tout avait commencé en 1976, un soir où Janet et Margaret avaient posé leurs mains sur une planche Ouija. Ce qui n'était alors qu'un jeu d'enfant ouvrit une porte qu'elle ne refermerait jamais. Les premiers signes paraissaient bénins. Des coups sourds dans les murs, des meubles qui vibraient, des jouets déplacés. Mais les manifestations s'intensifièrent rapidement. Les nuits, les couloirs résonnaient de bruits métalliques, de grincements, de frottements sinistres. Les jouets s'animaient seuls, les lits tremblaient comme secoués par une main invisible. Janet devint la cible principale. On la retrouve projetée contre les murs, arrachée à son lit comme une poupée désarticulée. Devant témoins, son corps se tordait dans des convulsions impossibles. Ses yeux roulaient et de sa bouche d'enfant s'échappait une voix gutturale, masculine, pleine de haine. Affolée, Peggy appela la police. 2 agents vinrent constater les faits. Ils assistèrent à une chaise glissant d'elle-même à travers la pièce. Secoués, ils refusèrent de revenir. L'affaire fit rapidement les gros titres du Daily Mirror. Journalistes, enquêteurs et médiums se précipitèrent à Enfield. Le terme de poltergeist fut lâché. Quand Ed et Lorraine franchirent à leur tour le seuil de la maison, Lorraine ressentit aussitôt une oppression glaciale. Elle dira plus tard « J'ai senti un mal ancien, prêt à déchirer cette famille. » Ce qu'ils virent confirma ces mots. Des pierres apparaissaient de nulle part et roulaient seules sur le sol. Des jouets volaient, des meubles se déplaçaient et chaque nuit, les enfants hurlaient, pris au piège d'une force invisible. Janet surtout subissait l'inimaginable. Sa voix changeait brutalement, rauque, menaçante. Elle se présentait parfois comme un vieil homme mort dans la maison. D'autres fois, plusieurs entités semblaient s'exprimer à travers elle, jusqu'à 6 voix différentes, se chevauchant en un concert infernal. Devant des témoins, Janet s'élevait dans les airs, projetée à travers sa chambre. Une photo glaçante immortalisa une de ses lévitations. Une enfant arrachée à son lit, le visage tordu de terreur. Pendant des mois, 2 enquêteurs de la Society for Psychical Research, Maurice Gross et Guillaume Playfair, notèrent des centaines d'incidents. Mais malgré leurs enregistrements et leurs témoignages, le mystère ne fit que s'épaissir. Ed Warren tenta de dialoguer directement avec ceux qui possédaient Janet. Une voix caverneuse répondit. Elle se nommait Fred.
D'autres surgissaient. Tommy, un prétendu soldat, une entité qui se disait Zacharie, toute contradictoire, toute grotesque. L'une affirma même qu'il fallait tuer les fantômes pour mettre fin au cauchemar, comme si ces voix ne cherchaient qu'à manipuler et semer la folie. Puis vinrent les provocations. Janet crachait des menaces, jurant de détruire les enregistrements. Elle aboyait, rugissait, imitait les cris d'animaux dans une cacophonie inhumaine. Parfois, elle fredonnait des comptines d'enfants, mais déformées par cette voix démoniaque, transformant les berceuses en chants d'outre-ton. Le paroxysme survint lorsqu'un crucifix accroché au mur se mit à tourner lentement sur lui-même avant de se renverser brusquement. Au même moment, l'alliance de Lorraine Warren glissa de son doigt et vola à travers la pièce. Pour aider Lorraine, c'était clair. Ce qui hantait Enfield n'était pas qu'une simple âme errante, c'était une entité consciente, ancienne, malveillante, un démon. Ils quittèrent la maison convaincus qu'ils venaient de faire face à l'une des possessions les plus terrifiantes de leur carrière. Mais le mystère d'Enfield, lui, ne cessa jamais vraiment de hanter ceux qui osèrent en témoigner. Valak, tel qu'on le connaît au cinéma, trouve ses origines dans les récits de Lorraine Warren. Elle affirmait qu'un démon l'avait traqué une grande partie de sa vie. À ses yeux, cette entité n'avait rien d'humain. Elle la décrivait comme un vortex tourbillonnant, semblable à une tornade dissimulée sous une capuche. Volak, ou Valak, parfois nommé Valu ou Walak, est une figure démoniaque issue de la Goétie, cet art occulte qui prétend permettre l'invocation des esprits infernaux. Dans le Léméguéton, il apparaît en 62e position, décrit comme un roi parmi les démons. Mais ce roi-là n'a rien de majestueux au sens humain. Son apparence est celle d'un enfant aux ailes angéliques, un contraste dérangeant, car derrière cette innocence trompeuse se cache une entité redoutée. On raconte qu'il chevauche un dragon à 2 têtes, vision cauchemardesque de pure dualité. Valak possède un pouvoir sombre, celui d'attiser la luxure. À lui sont attribués les divorces, les liaisons interdites, les passions scandaleuses qui détruisent les familles. Certains affirment qu'il est lié au serpent, symboles anciens de désir et de tentation charnelle. Sous ses ordres, il commande 38 légions infernales. Dans un autre grimoire, le Pseudomonarchia Daemonum, il figure cette fois en 50e position, mais ses traits restent les mêmes. Mi-ange, mi-démon, messager de corruption, annonciateur de chaos intime. En 1980, Arnie Cheyenne Johnson et Debbie Glatzel étaient jeunes, amoureux et fiancés. Ils rêvaient de mariage, d'un foyer paisible. Leur choix se porta sur une petite maison fatiguée du Connecticut. Une bâtisse banale, aux volets verts écaillés, qui ne payait pas de mine, mais qui allait sceller leur destin. En juillet, le couple, accompagné des frères de Debbie, entreprit de nettoyer la maison. L'endroit sentait l'abandon. Dans les pièces sombres, les enfants exploraient chaque recoin. Parmi eux, David, 11 ans, cheveux bouclés, fut le premier à voir ce que les autres ignoraient. Son visage se figea, ses yeux fixèrent le vide. Puis il décrivit un vieil homme, vêtu d'une chemise à carreaux, au regard noir et profond, qui s'était avancé vers lui avant de disparaître. Quelques instants plus tard, David s'enfuyait de la maison, terrorisé. Tremblant, il affirma que cet homme avait juré de le tourmenter. Dès cette nuit, la maison bascula. David criait qu'il voyait des ombres rampantes, des visages monstrueux dans l'obscurité. À ses pieds, une créature bestiale, difforme, aux yeux luisants et au sourire carnassier, surgissait des ténèbres. Ses hurlements glaçaient la famille entière. Une voix lui murmurait qu'elle voulait son âme. Son corps changea, secoué de spasmes, il fallait parfois plusieurs adultes pour le maîtriser. Sa voix devint grave, gutturale, proférant insultes et blasphèmes. Ses proches commencèrent à parler de lui comme de la bête. Chaque nuit, les griffures apparaissaient sur sa peau. Chaque jour, la maison s'enfonçait dans la terreur. La famille fit appel à l'église. 2 prêtres bénirent la maison, sans effet. Un médecin, le docteur Greggs, avoua lui-même que rien n'entrait dans le cadre médical. Alors, Ed et Lorraine Warren furent appelés. Selon eux, David était assiégé par plusieurs entités, dominées par une seule, la bête. L'enfant récitait des vers entiers du Paradis perdu de Milton qu'il n'avait jamais lus. Les objets volaient, des couteaux surgissaient, des statues religieuses se renversaient seules. Une voix hurla à Debbie qu'elle allait mourir. Lors d'un exorcisme, David convulsa, projeté contre les murs, criant que 43 esprits vivaient en lui. Même les prêtres finirent par reculer. Mais Arnie, le fiancé de Debbie, ne supportait plus ce spectacle. En plein rituel, il lança un défi insensé. « Prenez-moi à sa place, laissez-le tranquille et prenez-moi. » Les Warren l'avertirent. On ne provoque pas les démons. Mais Arnie avait signé un pacte. Peu après, il commença à errer, le regard vide, en proie à des transes inquiétantes. Puis vint
le 16 février 1981. Ce jour-là, Arnie accompagna Debbie à son travail dans un chenil. Ils déjeunèrent avec Alan Bono, le propriétaire qui s'enivra de vin. L'ambiance se dégrada. De retour au chenil, Bono, ivre, retint la petite sœur de Debbie avec brusquerie. Alors, tout bascula. Les yeux d'Arnie s'assombrirent, et comme possédé, il brandit son couteau. Les coups furent précis, rapides et mortels. Alan Bono s'effondra, la poitrine et l'abdomen transpercés. Arnie, hébété, quitta les lieux comme un somnambule. Arrêté peu après, il déclara simplement « Le démon m'a poussé à faire ça ». Le procès d'octobre 1981 fit trembler l'Amérique. Son avocat, Martin Minella, tenta une défense inédite, plaider la possession démoniaque, mais le juge refusa catégoriquement. Arnie fut condamné à 10 à 20 ans de prison, dont il ne purgea que 5. Et l'affaire ne s'éteignit pas. En 1983, le livre The Devil in Connecticut popularisa le récit, mais la famille se divisa. Carl Glatzel, le frère de David, accusa les Warren d'avoir exploité la fragilité de son cadet pour bâtir une histoire sensationnaliste. Lorraine, elle, resta inébranlable. Elle affirmait que les 6 prêtres ayant participé aux exorcismes savaient la vérité. Arnie, après sa libération, épousa Debbie et mena une vie discrète. Mais jusqu'à la fin, il soutint la même version. Ce jour-là, à Brookfield, ce n'est pas lui qui tenait le couteau, c'était le démon. Jack et Janet Smurl formaient un couple sans histoire. Ils s'étaient rencontrés en 1957, s'étaient mariés, avaient eu des enfants et menaient une existence modeste mais paisible en Pennsylvanie. Tout bascula en 1972 lorsqu'une inondation détruisit leur maison. Contraints de repartir de zéro, ils s'installèrent dans un vieux duplex de Pittston aux côtés des parents de Jack. La bâtisse, érigée en 1896, respirait le temps et l'usure. Au départ, elle n'était qu'un abri, mais très vite, elle devint un piège. À peine 1 an et demi après leur installation, l'atmosphère changea. Janet découvrit une tache brune sur le tapis du salon, impossible à nettoyer. Peu après, des fuites inexpliquées jaillirent des canalisations, des marques d'eau envahirent les murs. Puis vinrent les bruits, coups sourds, craquements, pas invisibles dans l'escalier. En 1977, les manifestations se firent plus brutales. Les toilettes se vidaient seules, les téléviseurs s'allumaient sans raison, la radio crachait des stations qui se mélangeaient entre elles. Parfois, un souffle glacial envahissait les pièces, accompagné d'une odeur de charogne. Jack sentait une main invisible effleurer sa peau, glaciale, insistante. Au lieu de s'apaiser, la maison s'acharnait. Janet donna naissance à des jumelles, Shannon et Karine. Leur arrivée coïncida avec une intensification terrifiante des phénomènes. Une nuit, Heather, l'une des filles, vit son ventilateur se décrocher du plafond et s'écraser au sol. Peu après, Janet croisa une silhouette sombre dans la cuisine. L'ombre traversa la pièce avant de disparaître. Et la même nuit, la petite Shannon fut arrachée de son lit et projetée contre un mur sous les yeux de son frère Simon. Dès lors, la maison résonna de grondements, de cris inhumains. Les Smurl n'étaient plus jamais seuls. En 1985, l'horreur devint quotidienne. Janet vit des ombres envahir la chambre de ses enfants, tandis que Jack se plaignait de caresses obscènes, d'agressions intimes commises par une force invisible. Les murs vibraient, des odeurs nauséabondes envahissaient l'air, et la famille sombrait dans la peur. Désespérée, Janet fit appel à Ed et Lorraine Warren. Les démonologues arrivèrent avec un prêtre et un médium. Lorraine affirma sentir 4 entités distinctes dans la maison, dont une d'une puissance démoniaque rare. Les prières firent trembler les murs. Les entités répliquaient en hurlant des injures, en projetant des objets, en matérialisant une silhouette noire, massive, aux yeux rouges et aux dents acérées. Les exorcismes échouèrent les uns après les autres. Un prêtre fut projeté contre un mur. Janet fut étranglée par une force invisible. Jack, un soir, fut traîné hors de son lit et jeté contre la cloison. Même lorsqu'ils campèrent loin de la maison, dans les montagnes, l'entité les suivit jusque dans la nuit. Au fil des années, l'étau se resserra. Dawn, l'une des filles, sombra dans une maladie inexpliquée. Le corps couvert d'ecchymose, elle délirait la nuit. Janet, épuisée, fut harcelée jusque dans son sommeil par une succube monstrueuse. Jack, brisé, priait chaque jour, incapable de protéger les siens. En 1986, acculés, les Smurl livrèrent leur histoire à la presse. Leur témoignage déchaîna la polémique. Les sceptiques dénoncèrent une supercherie. Le CSICOP, organisme spécialisé, affirma que la famille souffrait de troubles psychologiques, rien de plus. Pourtant, les attaques continuaient. Un médium parla de 4 présences. Une vieille femme nommée Abigail, un moine défroqué, un esprit colérique appelé Patrick et enfin un démon. En 1988, après des années d'enfer, le père McKenna tenta un ultime exorcisme. Ce fut le plus intense, mais il échoua comme les précédents. Peu après, Jack et Janet quittèrent définitivement leur maison.
À Wilkes-Barre, dans leur nouveau foyer, les manifestations cessèrent, comme si le démon était resté prisonnier des murs qu'il avait souillés. Ed et Lorraine Warren publièrent alors The Haunted, avec l'écrivain Robert Curran. L'histoire fit le tour du pays. Pour certains, les Smurls n'étaient que des victimes d'hallucinations et de manipulations. Pour d'autres, ils avaient survécu à l'une des hantises les plus terrifiantes de l'histoire moderne. La Llorona, une silhouette tragique née des profondeurs des traditions orales mexicaines et latino-américaines. Son nom résonne comme un gémissement éternel, un cri de sirène dont les échos glacés attireraient les vivants vers une mort certaine. Particulièrement racontée lors du Dia de los Muertos, elle est devenue l'une des légendes les plus marquantes des communautés hispaniques. Selon le mythe, la Llorona fut autrefois Maria, une femme d'une grande beauté. Mais derrière cette apparence se cachait une vie de trahison et d'humiliation. Dans certaines versions, son mari, infidèle et brutal, réservait son affection à leurs deux fils, l'ignorant elle. Dans d'autres, il l'aurait quittée pour une femme plus riche ou à la peau plus claire. Déchirée par la jalousie et la rage, Maria aurait conduit ses enfants près d'une rivière avant de les y noyer. Puis, saisie par l'horreur de son acte, elle aurait elle-même sombré dans les flots. Depuis, son spectre erre sans fin, hurlant dans la nuit « Mes enfants, où sont-ils » Mais toutes les versions ne concordent pas. Certains récits racontent que ses fils, négligés, se sont noyés seuls pendant qu'elle s'adonnait à d'autres hommes. Quoi qu'il en soit, la punition est la même, condamnée à chercher éternellement les enfants qu'elle a perdus. La Llorona hante les rivières et les lacs, attirant les imprudents. On l'a décrit de multiples façons. Jeune et séduisante, vêtue de blanc comme une mariée, ou bien voilée de noir, au visage dissimulé, ses longs cheveux trempés de larmes. Certains témoignages vont plus loin. Son corps porterait les os de ses enfants incrustés dans son dos, comme une marque infernale de son crime. Rencontrer la Llorona est un présage de malheur, voire de mort. Ses pleurs résonnent dans l'obscurité, et plus il semble lointain, plus elle est proche. Elle enlève parfois les enfants, croyant retrouver les siens, pour ensuite les noyer lorsqu'elle découvre son erreur. D'autres récits assurent qu'elle séduit les hommes seuls avant de les tuer, comme une vengeance contre l'infidélité de son mari. Ses origines sont incertaines. Pour certains, la légende est née au Mexique, pour d'autres, elle viendrait d'Espagne. Certains historiens y voient une survivance des mythes aztèques, rapprochant la Llorona de la déesse de la terre Coatlicue. D'autres affirment qu'elle serait la réincarnation tragique de la Malinche, l'interprète indigène d'Hernán Cortés, trahissant son peuple pour les conquistadors. Quelles que soient ses racines, la Llorona demeure aujourd'hui l'un des contes les plus terrifiants d'Amérique latine. Une légende murmurée pour effrayer les enfants, mais aussi pour rappeler aux adultes que, lorsque la nuit tombe et que les pleurs se font entendre, il vaut mieux ne pas s'approcher de l'eau. Mesdames et messieurs, on en a fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez peut-être découvert des choses vis-à-vis des affaires qui sont traitées dans les différents films sur les Warren. Si vous êtes quelqu'un qui apprécie généralement ces films-là, pour beaucoup d'ailleurs, le premier film Conjuring fait partie des meilleurs films d'horreur ou fait partie des films d'horreur préférés, c'est vrai qu'il est vraiment sympa à regarder. Et bien comme ça, vous pouvez voir avec tous les films quelles sont les différences avec ce qui a pu se passer dans la réalité. Si cette vidéo vous a plu, vous avez passé un bon moment, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne, c'est vraiment extrêmement important. Vraiment pensez-y, faites-le, ça me touche énormément. Je le rappelle, suivez-moi aussi sur Instagram @KenTV pour découvrir les petites histoires en lien avec votre ville ou votre région. J'ai hâte de voir toutes les histoires qu'on va découvrir ensemble. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!